Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20 réalisé avec du personnel non gréviste. Un journal consacré bien sûr essentiellement à cette première journée de mobilisation test contre la loi travail. Le 9 mars 2016, c'est d'abord une date appelée par les cheminots qui se battent alors contre le décret socle, qui doit modifier leur statut à la baisse. Dès la fin du mois de février, il y a de l'électricité dans l'air. Une pétition tournant sur le net est signée par 1 million de personnes. Les étudiants et les lycéens se réunissent déjà en assemblée générale. Et si au départ l'intersyndicale n'appelle à manifester que le 31 mars, elle est poussée à revoir son calendrier sous la pression des syndicats de base et appelle finalement à manifester le 9 mars. 500 000 manifestants selon les syndicats, 2 fois moins selon le ministère de l'Intérieur. Mais pour les syndicats, cette journée est déjà un succès. Le mouvement se dote rapidement de moyens d'auto-organisation, des comités de mobilisation, des assemblées générales. Au niveau national, les coordinations étudiantes et lycéennes vont jouer un rôle d'organisateur pour s'affranchir de la tutelle des directions syndicales. Il s'agit notamment d'éviter l'impasse de 2010, avec ces manifestations saute-mouton appelées à un mois d'intervalle qui épuisent le mouvement plutôt qu'elles ne le construisent. Si au niveau national l'intersyndicale ne suit pas la CNE, au Havre, en revanche, là où la mobilisation des syndicats de base est la plus forte, elle appelle les salariés à se mobiliser en même temps que les étudiants. Les 17 et 24 mars, le port est bloqué, la ville complètement immobilisée. Le lien entre étudiants et travailleurs se poursuit avec le meeting de Tolbiac, le 30 mars, qui réunit 900 personnes, étudiants, travailleurs, intermittents, intellectuels. Les perspectives sont posées. Et c'est vrai que c'est l'horreur pour eux. Déjà, la sédition des jeunes au naturel, c'est leur hantise. C'est la hantise du pouvoir. Mais sa hantise au carré, c'est le contact des jeunes avec les classes ouvrières, et plus généralement avec le salariat, soit exactement ce qui est en train de se passer ici ce soir. On a une situation qui est un peu particulière à la SNCF, c'est qu'on a notre propre attaque qui est de la même gravité que la loi travail. Mais il y a une petite contradiction, c'est que comme c'était une réforme qui était annoncée de longue date et avant la loi travail, les états-majors syndicaux avaient prévu un calendrier de mobilisation qui s'étend jusqu'au mois de mai ou de juin. Et là, malgré la grève du 9 mars et malgré toute l'agitation qu'il y a dans la société autour de la loi travail, en bonne partie grâce à la jeunesse, pour l'instant le calendrier de mobilisation n'a pas encore été officiellement modifié. Et donc il y aura une grève des cheminots demain qui sera massive, mais ce qu'il faudrait, c'est pas juste une journée le 9, une journée le 31 et une journée encore plus tard. Là, l'enjeu, ce qu'il y a devant nous, la marche à franchir, c'est qu'une grève reconductible à la SNCF. Pour moi, la répression, c'est un pari osé du gouvernement, c'est qui tout double en fait. Soit tu arrives à démoraliser tous les lycéens, soit ils rentrent tous chez eux la tête basse et c'est terminé. Soit tu fais face à une horde enragée en fait, à des lycéens super nombreux qui n'ont plus aucune illusion sur l'État. Le 31 mars, pour la première fois, l'intersyndicale n'appelle pas à une journée d'action, un mot d'ordre vague qui peut tout et rien dire à la fois, mais appelle bien à la grève. Est-ce que vous, ce soir, vous êtes satisfait par la mobilisation d'aujourd'hui? Bien sûr que nous sommes satisfaits, Pierre. Il y a eu, nous avons recensé 1,2 million de personnes dans les manifestations, mais au-delà des manifestations, c'est des milliers d'arrêts de travail dans les entreprises, ce qui montre que ce mécontentement est fort, avec une symbolique pour démontrer cet ancrage, c'est la Tour Eiffel fermée pour cause de grève. Donc oui, c'est une satisfaction, mais c'est aussi la démonstration du profond mécontentement qui existe autour de ce projet de loi et plus généralement sur un certain nombre de questions sociales. Le système économique est en ligne de mire. Seule limite, c'est une grève carrée, une grève de 24 heures. La grève reconductible, seul moyen pour avancer vers la grève générale et le retrait total du projet de loi, n'est donc pas à l'ordre du jour. C'est face à cette attente déçue que Nuit debout surgit au soir du 31 mars et va montrer que la lutte engagée depuis un mois n'est pas seulement une lutte pour une revendication économique. On parle de changement de société, de nouveaux moyens de production et de tout ce qu'il faut faire pour en finir avec la loi travail et son monde. À la fin du mois d'avril, alors que la CNE appelle chaque semaine à des manifestations pour augmenter le rapport de force vis-à-vis du gouvernement, la jonction entre mouvement étudiant et travailleurs devient cruciale. Toutes les discussions qu'on avait avec un certain nombre de travailleurs et travailleuses sur la base aussi des déclarations de certaines sections syndicales locales comme celle du 31 ou si on regarde même du côté du Havre, etc., appelaient déjà à la grève générale et appelaient à ce que ce soit la politique des directions syndicales. Et du coup, le complément à la question qu'on voudrait poser, c'est pourquoi est-ce que nous, la jeunesse, en restant encore isolés, déjà face à toutes ces dates de mobilisation, parce que par exemple le 3 mai, la ligne de la direction syndicale, ça n'a pas été d'y appeler directement,
c'est des dettes qui émergent d'ailleurs et auxquelles ils sont obligés de se rallier. Donc la question c'est pourquoi il n'y a pas un projet qui est formulé par les directions syndicales vis-à-vis de la grève reconductible et pourquoi est-ce qu'on est seul aussi face aux situations de répression, comme rien que cet après-midi à la manif où le cortège a été pété en deux par les flics et on n'a eu aucun soutien de ce côté-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le congrès de la CGT qui est sorti avec un appel qui appelle à la reconductible et qui appelle à solidariser des étudiants et de tous les cas de répression? Donc ça c'est la question qu'aujourd'hui on aimerait poser directement, puisqu'on n'a pas pu le faire au congrès, à Philippe Martinez, à Éric Benel, à toutes les directions syndicales. Le refus des directions syndicales de mener une politique réellement combative est également propice au développement du mouvement autonome, qui va incarner cette radicalité orpheline à travers le cortège de tête. Ce mouvement hétérogène voit dans le capitalisme actuel un phénomène si poussé qu'il a lui-même désintégré les classes sociales dont il est à l'origine, faisant des membres du prolétariat des soutiens objectifs de son système. Dès lors, ce n'est plus le prolétariat en tant que classe qui peut être à l'origine d'un mouvement révolutionnaire, puisqu'il n'existe plus, mais les individus qui, par un cri du cœur, accèdent à une prise de conscience qui les fait rentrer en lutte. Défendant l'action directe contre les institutions, et en premier lieu la police, et contre tous les concentrés de symboles du capitalisme, banques, assurances, abribus publicitaires, etc., il s'agit pour les autonomes de créer des espaces et des instants anticapitalistes. Mais parce que cette radicalité ignore la nécessité de rallier au mouvement ceux qui partagent leurs conditions mais ne sont pas encore en lutte, qu'elle ne fait pas de la reprise en main de l'appareil productif par les travailleurs la plus puissante des armes contre le capital, elle se prive d'une stratégie susceptible de mettre en péril le système capitaliste lui-même. Dans cette première phase du mouvement, le gouvernement réprime à tout va, avec plus d'1 millier d'interpellations et plusieurs centaines de gardés à vue. Alors que depuis 68, les CRS ne rentrent pas trop dans les facs, ils sont envoyés pour vider Tolbiac de ses occupants. Le 17 mars, une vidéo montrant un lycéen du lycée Bergson à Paris se faire frapper par des CRS fait le tour du net. Le mouvement se radicalise et se politise davantage. Le slogan « Ni cher à patron, ni cher à matraque » qui fait le lien entre répression et patronat fait concurrence avec le désormais très célèbre « Tout le monde déteste la police ». Des réflexes de solidarité se mettent en place, Legal Team, Medic Team. J'ai plein de choses, des compresses, des bandages, du sérum fille, de la bétadine, rouge, jaune, un ciseau, pince à épiler pour enlever les graviers dans les plaies. Le monde du travail, encore relativement épargné par la question de la répression, se positionne. Ainsi des dockers qui déclarent Ensuite, la deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est la répression sur les étudiants. Au Havre, on a pris une décision, et je pense que c'est la responsabilité des organisations syndicales, en tout cas c'est celle que mon syndicat a pris. On ne touchera pas à un cheveu d'un étudiant au Havre. Donc c'est pas compliqué. Chez nous, la CGT au Havre a voté une motion et a appelé les forces de police et le préfet à chaque fois qu'un étudiant sera convoqué à l'hôtel de police. C'est pas compliqué, le port s'arrête. Ce mouvement, il est devenu un mouvement, il est aujourd'hui un mouvement de jeunes, d'étudiants et de lycéens. C'est à nous, les syndicats de salariés maintenant, de soutenir ce mouvement. C'est à nous de construire tous ensemble. Donc oui, il faut qu'on le construise, il faut qu'on le rêve ensemble, il faut qu'on le bâtisse ensemble, ça me semble très important. Moi je vois cette banderole derrière, étudiants solidaires des travailleurs en lutte. Ce soir j'ai envie de dire les travailleurs solidaires des étudiants en lutte, ça me semble vraiment important. Depuis Nuit debout à Paris, des manifestations spontanées convergent devant les commissariats pour libérer des camarades interpellés. En face, la machine médiatique est lancée. Les casseurs sont l'unique sujet de débat des rédactions. La loi travail et tout ce qu'elle va entraîner comme précarité, pauvreté, etc. devient secondaire. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le prochain rendez-vous du 1er mai sera-t-il le théâtre de nouvelles violences ? L'État cherche désespérément à trouver une solution à des gens de plus en plus mobiles, de plus en plus violents, de plus en plus cassants, ayant d'ailleurs des objectifs multiples, les vitrines, les policiers, mais aussi les manifestants, le service d'ordre, mais aussi les téléphones portables. C'est très divers. Et donc, face à Vous voulez dire qu'il y a aussi des phénomènes de violence et de raquettes et de vols et de... Tout ça en même temps.
Alors, on vient de le voir, des dégâts matériels très importants, près de 80 policiers et gendarmes blessés. Tentons ce soir d'en savoir plus sur les auteurs de ces violences. Sont-ils issus de la même mouvance? Sont-ils connus des services de police? Je le dis, s'il y a des actes commis par la police qui sont répréhensibles, il y a une enquête, il y a une décision, il y a sanction. Il y a sanction, 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 sanction.